Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. On espère que vous allez bien pour un nouveau record, du coup, un des premiers records de l'année. Bonne année. Je ne sais pas si c'est la première vidéo qu'on sort de cette année. Normalement, oui. Non, 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 bah non, je suis con parce qu'on a eu Là, on a fait les celle Favor de Brothers, Ginger Favor Mush. Brothers. Bien sûr, on a eu la Ouais. Jim Jarmusch, je suis con. Mais qui était pas mal du tout d'ailleurs, le Jim Jarmusch, parce que j'étais pas sur le record. Mais comme vous l'avez pu l'entendre, je ne suis pas tout seul, je suis avec Albator. Comment ça va? Bah, ça va bien, hein, honnêtement. On vient de sortir tous les tops. Du coup, c'est un peu plus calme. Mais Ouais, voilà. effectivement, petite promo pour commencer. Tous nos tops et nos flops, ainsi que vos tops et vos flops, parce qu'on a fait voter le public justement dans nos liens, sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Donc allez vérifier, allez regarder et dites-nous si vous êtes d'accord avec ou non. C'est vrai qu'il y a pas mal de décisions qui nous ont surpris, mais globalement, je trouve qu'on s'en est bien sorti, ça va. Mais écoute, on se retrouve aujourd'hui pour peut-être un des premiers gros blockbusters, en tout cas de cette année, mais un film qui fait beaucoup parler de lui, puisqu'on se retrouve pour 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, 28 ans plus tard, partie 2, le quatrième opus du coup de la saga 28 ans, mais du coup aussi un peu le deuxième d'une nouvelle trilogie, entre guillemets. Et effectivement, je sais pas si, je crois pas que c'était que j'avais enregistré sur le premier. Je sais plus qui avait enregistré sur le premier. Mais écoute, on va direct rentrer dedans. Qu'est-ce que c'est ton rapport à la saga 28 ans et qu'est-ce que c'était ton attente vis-à-vis de ce film-là? Après, je parlerai un peu de mon rapport à la saga, mais toi, qu'est-ce que tu attendais de ce film? Alors, moi, 28 ans plus tard, j'ai découvert avant de regarder 28 jours plus tard, j'ai découvert juste avant de regarder 28 ans. Et bah, j'ai plutôt parlé de 28 ans parce que c'est le sujet ici. J'ai beaucoup aimé, étonnamment, parce que c'est un bon film de zombies. Il y a beaucoup de thématiques qui sont intéressantes. Mais dedans, il y avait toujours des pistes qui me faisaient vraiment attendre ce Bone Temple, du coup. Puisqu'il y avait beaucoup de thèmes religieux, surtout, notamment, qui étaient abordés avec l'introduction qui se passe dans une église avec un enfant. Le village qui avait certaines images, certains motifs qui ressemblaient à une grosse communauté religieuse, qui est un peu différente de la secte, mais on était à ce niveau-là, quoi. Du coup, pour déjà, donc, 28 ans plus tard est une surprise pour moi, parce que j'en attendais pas grand-chose. Le 28 jours, j'ai aimé, mais voilà. 28 ans plus tard, c'était une surprise, j'ai beaucoup aimé, honnêtement. Et du coup, bah, ce film-là, c'est l'un des rares films que j'attends sur 2026. J'attends peu de films à chaque fois, même si j'ai envie de voir certains films de réalisateurs. Par exemple, le Jarmusch, j'avais envie de le voir parce que c'est un gros réalisateur et que ça va être ma première rencontre avec lui. Mais celui-là, pour le coup, c'était un des trucs qui me passionne un petit peu. Et bah, j'ai pas été du tout déçu. Voilà, je le dis cash. Mais toi, est-ce que tu as un rapport particulier avec cette saga? Est-ce que tu en attendais beaucoup de 28 ans plus tard 2 du coup? Bah, plus ou moins le même rapport que toi, en fait, parce qu'effectivement, j'ai rattrapé le 28 jours après 28 ans, parce que la bande-annonce, la fameuse bande-annonce avec Boots de Rudyard Kipling sur le premier était vraiment ultra hypante et vraiment, enfin, je trouve, avait un rythme dans le montage, dans le truc, puis c'était le retour de Danny Boyle à la réalisation aussi. Quelque chose qui est vachement intéressant, parce que du coup, j'ai rattrapé 28 jours plus tard. Moi, je reconnais que c'est un film qui est très très bon et qui a de grandes qualités. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. J'ai eu vraiment un peu de mal à vraiment avoir une accroche directe avec ce film-là. Quand même, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film qui est très divertissant, mais je préfère largement 28 ans plus tard, qui pour moi euh, sort en fait des carcans du film de zombie classique en proposant un tout nouvel univers, un truc. Puis en plus, il est obligé de réfléchir par rapport à son univers. C'est-à-dire que on se retrouve 28 ans après. C'est-à-dire que on n'a plus de flingues, on n'a plus de trucs parce qu'il n'y a plus de balles, il n'y a plus rien. Donc comment est-ce que les personnages vont se débrouiller, comment ils vont survivre? Et en plus, du coup, Danny Boyle étant un réalisateur anglais, il va en faire tout un truc qui est politique parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a quelque chose autour du christianisme et autour de la secte. Enfin, pas la secte totalement, mais tu peux clairement y voir une analogie par rapport à ça. Mais aussi un truc très politique par rapport au Brexit et aux lois en Angleterre, bah, encore une fois, vis-à-vis de se séparer de l'Union européenne. Et donc ici, le fait d'avoir un espèce de village qui est littéralement encerclé par de l'eau, en fait, et encerclé par un truc où si tu quittes le village, tu ne peux pas y revenir. Et en plus, qui est basé aussi, effectivement, sur la loi du plus fort, où on emmène le gamin se chasser parce que c'est à son âge et de tuer des zombies, de tuer son premier zombie. Tu as aussi un rapport très fort à la masculinité
parce que c'est Alex Garland aussi qui écrit. C'est aussi un duo dont il faut qu'on parle, parce que c'est Alex Garland au scénario, à qui on doit récemment Civil War ou Men. Et dans des films comme Men, justement, on retrouve vraiment ce rapport à la misogynie, la masculinité toxique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce film-là, un peu dans le deuxième aussi, mais on y reviendra. Et du coup, oui, j'avais énormément d'attentes pour ce film-là, notamment par rapport à ce qu'il disait. Alors, pour l'instant, on va pas en parler, mais quand on va commencer à parler sans spoiler, on fera une partie sans spoiler, une partie avec spoiler de ce 28 ans plus tard, partie 2. Mais on parlera très vite en spoilant on spoilera très vite le premier, je veux dire, enfin le 28 ans plus tard 1. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il établit des choses avec Ralph Fiennes dans la troisième partie, avec le fameux Bone Temple, qui du coup est le titre éponyme de ce deuxième opus, et en plus son cliffhanger qui est ultra intéressant vis-à-vis de ce qu'est l'Angleterre, en fait, et ce que représente l'Angleterre avec le personnage de Jimmy, dont on reviendra sur la référence, on en avait un peu parlé, je crois, dans la première vidéo. Mais oui, effectivement, j'ai énormément d'attentes sur ce deuxième opus. Mais écoute, avant qu'on s'arrête dessus, qu'on dise ce qu'on en a pensé en détail, de quoi ça parle ce deuxième opus? Eh bien, c'est très simple. Dans ce nouveau volet de la saga, le Dr. Kelson, joué par Ralph Fiennes, noue une relation aussi troublante qu'inattendue dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Effectivement, c'est un pitch qui est quand même assez mystérieux, qui spoil pas vraiment en fait le premier opus, alors que quand on lit le pitch, on voit à peu près où ça va mener. Dernière chose importante à préciser, c'est que ce deuxième opus n'est pas réalisé par Danny Boyle, mais par Nia DaCosta. Nia DaCosta à qui on doit notamment The Marvels, un film Marvel lambda où je pense qu'elle est partie faire la Yes Woman et elle n'a pas trop de liberté artistique. Personnellement, je ne l'ai pas vu, donc voilà, je ne vais pas le juger. Mais par contre, un film beaucoup plus intéressant, le Candyman de 2021, remake slash suite héritage du remake, enfin du Candyman original. Je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, c'est un film que j'ai pour le coup plutôt bien aimé, malgré le fait qu'il était imparfait. C'est un film qui avait quand même beaucoup d'idées visuelles et sur la notion d'héritage et en plus la manière dont il traitait le mouvement Black Lives Matter. Je trouvais que c'était quelque chose qui était assez fort. Bah moi je l'ai pas vu, non. En fait, Ok, Alex Garland, j'ai vu peu de films, j'ai genre vu que Civil War. ouais. Pour Danny Boyle, j'ai vu les 28 ans, 28 jours et 28 ans plus tard, mais je crois que j'ai rien vu d'autre. Donc T'as pas vraiment, vu Yesterday? non. Ah si, je l'ai vu! Et j'ai bien aimé en plus. J'aime C'était bien. pas mal, ouais, je crois, Yesterday. C'est un film assez confortable. Moi j'aime bien les Beatles. Ouais, ouais. Et c'est sympa, ouais, voilà. Mais, Mais, mais c'est vrai que mais je. Non, non, je suis un touriste là aujourd'hui. Je suis touriste, c'est tout. non, t'inquiète. De toute façon, on va majoritairement parler de la saga, mais Oui, surtout de cette nouvelle saga, du coup, démarrée par la trilogie, parce que, effectivement, ça, c'est pas un spoiler. Si celui-là marche bien, mais j'ai l'impression qu'il a déjà été un peu greenlighté, un troisième opus et normalement un dernier opus est censé arriver, est censé, du coup, conclure un peu cette histoire, même s'il y a quand même beaucoup d'arcs narratifs de personnages qui se ferment avec ce deuxième opus, mais on en parlera plus en détail dans la partie spoiler. Et donc, du coup, qu'est-ce que toi tu as pensé? Tu nous as déjà dit que tu l'as bien aimé, mais dans les grandes lignes de ce 28 ans plus tard, partie 2. alors, du coup, je, moi déjà, premièrement, j'étais très, on va dire des termes, hypé par la fin du premier 28 ans plus tard, puisque, on va le dire très grossièrement, On part en Spike à la spoiler toute hein, sur le fin, premier, on peut le dire. oui. Voilà. Ouais, si vous êtes là, je pense c'est parce que vous connaissez au moins 28 ans plus tard, le premier. Du coup, Et surtout, pas n'allez rentrer pas voir, cash. parce que on vous le conseille, on va vous briser le suspense, on vous le Mhm, conseille, moi j'ai adoré aussi, mais n'allez pas mhm. voir Bone Temple sans avoir vu le 28 ans plus tard qui est sorti en juin, hein. Ouais, même si en soi il se tient tout seul, mais Oui, mais c'est une relation bizarre. l'histoire des arcs narratifs et des trucs, il y a quand même, Ouais, notamment autour de Jimmy, il y a quand même tout un truc dans le premier opus, quoi. oui, et même au niveau de la relation entre le docteur Kelson et Spike, il y a des Oui, pistes, etc., qui sont reprises du 1. Voilà. Mais du coup, voilà, bah sans moi, dévoiler. j'ai vu beaucoup de réactions assez haineuses vis-à-vis de la fin du premier 28 ans plus tard, vis-à-vis de l'apparition de Jimmy, de ouais, qu'est-ce qu'il fait là, etc. C'est bizarre. Alors que moi, je ne comprends pas, puisque on nous a introduit comme un mec très bizarre, habillé en full survêt Adidas, tout propre, etc., au milieu d'une apocalypse zombie. Donc, il y avait déjà un aspect étrange vis-à-vis de ce personnage, surtout qu'on nous l'introduit aussi précédemment,
avec un cadavre sur lequel il y avait écrit son nom, justement. Du Oui, coup, oui. on, le premier film nous l'introduit déjà à ce personnage-là, et l'introduction de The Bone Temple nous montre un autre pan en plus. C'est-à-dire que on se retrouve dans une piscine, je vais pas vraiment spoil, dans une piscine vide, avec Spike qui se bat contre un autre Jimmy, parce que ce qu'il appelle ses fingers, ses acolytes, ils s'appellent tous Jimmy. Et pour intégrer un nouveau Jimmy à la bande, il faut en tuer un autre. Du coup, on voit cette bataille-là entre les deux. Et dès lors, on peut apercevoir deux choses. C'est que premièrement, Jimmy est un mec extrêmement violent. Extrêmement. Il y a un mec qui justement se fait poignarder dans la jambe qui Il y a tout saigne un truc autour de énormément. la fascination de la violence globalement dans le film, de Ouais, toute façon. ouais, et on le voit, il est là devant lui à lui réciter qu'il n'a pas été assez fort, il était trop faible. Il y a cet aspect au sang où il le laisse mourir jusqu'à la fin sans jamais l'achever. Il y a déjà cette fascination, cet aspect malsain avec la violence. Et deuxièmement, c'est toutes ces premières répliques qui sont très axées religion. C'est-à-dire qu'il se place en tant que prophète, et ceux qui le suivent sont, entre guillemets, c'est sont, entre guillemets, dans sa religion. J'ai plus le terme Tu peux appeler ces chrétien de martyrs, ça. quoi, parce qu'il y a quand même une notion Ouais, de sacrifice constamment dans le film qui va ouais, revenir, quoi. ils sont plutôt ses apôtres, tu vois. Oui, Du bien coup, sûr. ils le suivent aveuglément dans ce carquois religieux. Et ensuite, déjà, ça, pour moi, c'est une introduction parfaite parce que on nous montre ça. En plus, aussi des costumes, parce que je trouve qu'ils sont très importants pour comprendre toute la mentalité, tout l'aspect psychologique de ces fingers. Et ensuite, on se retrouve avec Ralph Fiennes, qui pour moi était une sorte de petite déception vis-à-vis du premier film, puisqu'on ne le voit pas assez, alors que c'est le personnage le plus fascinant qu'on ait dans cette saga. Et on le retrouve là dans ses habitudes avec un alpha, du coup un zombie à poil, très musclé, qui est Qu'on voyait très déjà dans le très premier, vénère. notamment. Ouais, mais déjà, on nous répète un truc qu'on avait vu dans le premier, c'est que il avait trouvé le moyen de les calmer. Et C'est-à-dire que, calmé, ouais, temporairement. Ouais. ouais, il leur file un sédatif, et justement, il peut leur échapper, etc. C'est pour ça aussi qu'il a survécu aussi longtemps, malgré que ça ne soit pas vraiment un guerrier. C'est un mec qui a une mission aussi Oui, liée à la spiritualité. Parce que voilà, c'est le grand thème de ces deux films, c'est la spiritualité, c'est le lien avec la mort. Et on retrouve ici avec cet alpha, du coup, comme tu l'avais expliqué dans le synopsis, qui vont tous les deux avoir une relation étrange, c'est-à-dire que Ryan Fiennes fait des expériences avec lui, de l'autre côté, on va plus se focaliser sur cet alpha, justement. Dès lors qu'on le voit, puisque on le voit avec des yeux gorgés de sang qui regarde un survivant, et ce survivant apparaît monstrueux. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Et déjà là, je suis happé dans le film qui ouais, aborde des thèmes que j'aime beaucoup. Voilà. t'as une vraie manière de représenter en plus le zombie et de représenter le Ouais. rapport du zombie à l'autre qui est vachement intéressante dès le début. Et moi, c'est effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, le film me happe instantanément. Et tu parlais de Ralph Fiennes dans le premier qui est quand même déjà assez fascinant et en plus, enfin, un acteur incroyable, quoi, Ralph Fiennes. Et là, pour le coup, c'est son film, quoi, clairement. C'est-à-dire que le truc qu'on peut dire effectivement, c'est que même si Spike est présent et a quand même tout un arc et un truc, Spike qui du coup était le jeune garçon qui était le personnage principal du premier film, il est toujours un peu, mais il est quand même plus en retrait que sur le premier opus, où là en fait on va plus se concentrer sur justement le personnage du Dr. Kelson et de Jimmy. Jimmy, comme tu l'as dit, effectivement, qui a fait débat lors de son apparition lors du premier film, mais qui vient tout de suite enlever le côté goofy et le côté enfin qu'on pourrait craindre, qui pour moi ne l'est pas du tout, parce qu'en plus, quand on se renseigne, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais le fait est que du coup, Jimmy est exactement sapé comme Jimmy Savile, qui est quelqu'un qui a fait énormément de choses, notamment de charity, qui a été un DJ à Londres, enfin en Angleterre, qui était absolument adoré par tout le monde. Et après sa mort, seulement après, on s'est rendu compte que c'était
un des plus grands agresseurs sexuels et pointeurs en fait de toute l'Angleterre et même du monde. En fait, c'est une histoire qui a horrifié l'Angleterre. Et justement, jouer sur les traumatismes et jouer sur l'impact de la télé, parce que on a quand même justement un lien avec le premier, à savoir les Teletubbies, qui est comme quelque chose qu'on avait déjà dans le premier opus avec la scène d'intro et qu'on retrouve ici. Le lien avec la manière dont on se raccroche au passé et aux souvenirs est vachement intéressant et vachement exploité aussi. Mais effectivement, ce personnage de Jimmy est super intéressant et son interprétation par Jack O'Connell est super. Maintenant, effectivement, c'est Ralph Fiennes qui vole le show et le truc. Et c'est justement, même si j'ai préféré les Mad Max, j'ai envie de terminer là-dessus, en fait, sur ma première pensée. C'est que le truc, c'est que par exemple, Mad Max, pour moi, c'est un film qui réinvente le genre apocalyptique et presque le genre de SF à chaque film. Et là, on a quelque chose qui est assez dingue, c'est-à-dire que Danny Boyle, il est arrivé avec le premier pour arriver à renouveler le genre du film de zombies, c'est-à-dire qu'il en fait un nouveau truc, il en fait un rite d'initiation. Moi, je trouve qu'il se réinvente à plein de moments. Et il exploite justement son deuxième opus, même si c'est plus lui qui réalise, mais il produit, pour en faire un nouveau film, c'est-à-dire que tu sens que c'est un film de Nia DaCosta, c'est parce que on n'a plus le côté filmé à l'iPhone, qui était quand même un gros argument marketing à un moment donné du premier opus. On n'a plus les bullet time et les arrêts sur image qu'on avait dans le premier, mais on a quand même plein de trucs différents. En fait, il y a plein d'idées, en fait, notamment de suivre plus longuement les personnages, les survivants. C'est quelque chose qu'on avait avec la réalisation de Nia DaCosta, qui les filmait en plan séquence, notamment sur Candyman. Il y a un long plan séquence en fait, d'une scène de meurtre qui marche vraiment bien dans Candyman. Et on pouvait avoir peur justement que Nia DaCosta reprenne le travail de Danny Boyle, parce que quand même, c'est une réalisatrice qui a quand même fait ses preuves. En fait, la dernière fois que quelqu'un a repris cette saga, c'était 28 semaines plus tard, et moi je l'ai pas vu, mais je sais que c'est un film qui est pas très apprécié, ou en tout cas qui est montré comme très très sage et très très lisse en fait dans la saga. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas, et même le film arrive à se réinventer, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même structure du tout. On est presque des fois sur un huis clos, c'est-à-dire que c'est quand même un film qui a souvent 3, 4 décors, quelque chose comme ça. Et c'est en fait un film qui va tout exploiter, mais sans. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais sans prendre non plus le spectateur pour un débile. C'est-à-dire que je trouve que le personnage de Ralph Fiennes, il est super bien développé. Tu sens sa solitude et sa tristesse, mais sans pour autant qu'il te le développe et qu'il te le détaille par le scénario. Et je trouve que c'est un film qui ne prend pas le spectateur pour un con, qui prend beaucoup de risques et qui va pas avoir peur du ridicule. En fait, qui va pas aussi avoir peur de s'assumer et de montrer un truc qui est particulièrement en fait dangereux en fait sur le terrain qui vient convoquer en fait, parce qu'il peut très vite flirter avec le grotesque, mais ça paye toujours, et ça va notamment payer dans le dernier acte qui est bon, on est mi-janvier, mais qui est déjà un des meilleurs climax qu'on a vu au cinéma cette année, quoi. Enfin, c'est une folie totale ce climax, et on aura l'occasion de revenir dessus, quoi. Mais je vais te rejoindre, hein, parce que sur Ralph Fiennes, il y a une écriture qui est très subtile vis-à-vis de certaines images qu'on voit. À un moment, en fait, dès le début, on le voit à ses activités, hein, toujours aussi plaisantes, c'est-à-dire que il prend des cadavres, il les met dans l'acide, il en extrait le crâne, etc. Il les place, voilà. Il fait sa petite vie, le Ralph. Mais ensuite, on le voit dans une sorte de bunker où il met de la musique toujours importante évidemment, où on voit des photos de sa vie avant l'apocalypse, il y a 28 ans, où on le voit avec sa famille, je crois il a un enfant, etc. Et lui-même, il le dit plus tard, commence un petit peu à oublier ça pour se consacrer à sa mission. Du coup, déjà là, avec le peu de dialogue qu'on a autour de ça, on en parle peu en réalité même plus tard dans le film à un point culminant avec ce personnage-là, aussi culminant pour Jimmy. Et ben, on a on a très peu de lui, mais en même temps, ça marche très bien, tu vois. C'est très peu, mais c'est très bien. Du coup, il y a jamais, on force jamais avec ça, c'est C'est parfait. jamais appuyé en Et fait. ouais, ouais, voilà, on n'appuie pas trop, c'est là, on le voit, c'est tout. Et vis-à-vis de toujours de la religion, bah, tu parlais de Mad Max, bah, je vais te ramener à Fury Road et à Furiosa, du coup, avec Immortan Joe et même le personnage Oui, de bien Chris sûr. Hemsworth. Les deux sont considérés comme des prophètes. Furiosa, c'est un cavalier de l'Apocalypse. Les 28 ans plus tard, et du coup, Fury Road exploite aussi cette vue-là, cette vue
de la religion qui serait, euh, qui s'imposerait plutôt dans l'apocalypse, dans l'humain après le plus grand drame de son humanité, quoi. Mais Oui, puis sauf pour que, les chrétiens, c'est aussi le dernier truc auquel on peut croire, ouais, parce que c'est le dernier recours aussi à la sanité, en fait, pour les gens qui ouais, sont christianiques, quoi. et justement, et c'est là que je trouve que 28 ans plus tard, The Bone Temple réussit grandement à transformer son film, c'est qu'il nous montre à quel point, pour Jimmy et pour tous ceux qui l'accompagnent, la religion, c'est le dernier truc qui le ramène à quelque chose de raisonnable. C'est-à-dire que on va un peu plus rentrer dans le spoiler là-dessus, mais Jimmy se place comme une sorte d'antéchrist. C'est-à-dire qu'il se voit en tant que fils du diable et que c'est ainsi il se représente l'Apocalypse, c'est-à-dire que le diable est venu avec ses démons sur la planète détruire tout le monde et Jimmy était là et il en sort ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un fou qui se consacre à une mission divine. Voilà. Et là-dedans, déjà, on a l'explication de ce qu'il a vu durant l'introduction du premier 28 ans plus tard, parce que c'est le gamin. Voilà. Et aussi, Quelque chose qui avait il... déjà été un peu, personnellement, je l'avais Ouais, capté à la fin du oui, moi premier, aussi. notamment vis-à-vis des symboles et des trucs que lui donne le père. Mm. Pour le coup, c'est pas vraiment un spoiler, c'est pour ça que limite j'avais envie d'en parler sur le synopsis parce que j'ai l'impression que c'était déjà compris par beaucoup de gens que c'était le gamin du premier opus, quoi. Ouais, moi aussi j'avais compris, hein. Mais c'est là où on comprend un peu plus, c'est-à-dire que il y a cette vision religieuse-là qui se la rapproprie, parce que de base, en tant qu'enfant, tu comprends pas forcément tous les pans de la religion, et tu comprends pas surtout une telle apocalypse, surtout quand tu restes seul. Et ce serait là-dessus que j'en parlais justement hier avec un pote, que ce serait intéressant de faire un spin-off sur un personnage, c'est de voir comment on survit dans l'apocalypse en tant qu'enfant. Mais justement, cette relation avec l'enfant, elle se montre aussi avec les Fingers qui sont tous un peu enfantins. Tu t'en vois justement, c'est Jimmy Mia, je crois, qui danse comme un Teletubbies et qui a des ailes dans le dos de fée, tu vois. Il y a, il y a cette relation-là à l'enfance, comme si bah, ces fingers-là se retrouvent en tant qu'enfants qui ont un peu trop grandi, Ouais, qui ont eu que ce pan religieux-là, que suivre Jimmy comme moyen de survivre. Et du coup, ils ont tous une vision biaisée à ce propos-là, qui va être important pour la suite, qui bah, amène à les voir aujourd'hui comme ça, tu vois. Comme des enfants qui ont eu que le satanisme, du coup, comme moyen d'expliquer l'un des événements les plus dramatiques de leur vie, hein, parce qu'ils ont sans doute dû tous à peu près voir leur famille mourir à cause des zombies. Mais on a au centre Jimmy qui est un pas enfant forcément à cause des zombies traumatisé. aussi, parce que quand tu vois comment ils Oui, recrutent les gens, tu te dis est-ce que c'est pas lui qui a tué leur famille aussi, tu vois, t'as aussi tout un truc ouais, comme ça. ouais, c'est aussi avec ça qu'il joue. Par exemple, il y a un des Fingers qui va être important, qui est joué par Erin Kellyman, qui s'appelle du coup Jimmy. On va dire qu'il s'appelle tout Jimmy parce que c'est plus simple. Qui s'appelle Ouais, Jimmy et qui justement a l'air d'avoir rejoint la team un peu tard et qui, elle le dit à un moment, s'est retrouvée seule. C'est pour ça que je parlais de spin-off. Et mais qui, du coup, croit aussi cette histoire de oui, c'est Satan qui a réuni ces démons, qui a envahi la planète, voilà. Mais c'est vraiment ce pan-là qui est intéressant, c'est de voir l'explication religieuse de l'Apocalypse vue par des gens qui, du coup, étaient aux premières loges et qui tiennent que à ça pour rester à peu près sains mentalement, tu vois. Qui ont que ça à vivre et ont que ça comme mission, quoi. bah, je suis totalement d'accord avec toi et en plus je te rejoins sur ça, c'est que c'est lui aussi l'utilisation de la souffrance comme prétexte à la religion et je trouve que c'est quelque chose qui marche mais incroyablement parce que c'est vraiment, je trouve que c'est ultra intelligent en fait, enfin, et ça va donner en plus lieu à un débat en fait au milieu du film entre le personnage de Ralph Fiennes et celui de Jack O'Connell que je trouve vraiment très bien écrit et justement après on partira en spoiler parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire en spoil.
qu'on peut pas dévoiler ici. Mais moi, j'aimerais revenir une dernière fois sur notamment le personnage de Samson, qui est, je pense que c'est le meilleur. En fait, le truc, c'est que le film risque pas de plaire à tout le monde parce que c'est pas vraiment un film d'infectés. En fait, il y a des infectés, mais on se concentre principalement sur un infecté. Et en plus, c'est pas forcément le côté zombie qui bouffe des gens. Tu l'as dans une ou deux scènes, mais en fait, la saga n'est clairement plus intéressée par ça. Elle veut exploiter tous les thèmes que ça donne, la survie et la religion, et en fait, justement, enfin, la croyance. Mais c'est plus une saga qui s'intéresse tant que ça aux zombies en fait. Quoique, en fait, notamment autour de Samson, mais encore une fois, ça va plus loin que ça. Et je trouve que c'est une évolution qui est super intéressante et c'est l'exemple même de comment une saga de blockbuster, si elle doit continuer, doit évoluer et doit se forcer à se renouveler, en fait. Et je trouve que 28 ans plus tard est l'exemple parfait de ça. Donc, oui, je peux encourager que les gens à aller voir ça. Et effectivement, avant qu'on passe en partie spoil, moi, je trouve que c'est une très grande réussite et peut-être déjà un des meilleurs films de l'année, quoi. Bah franchement, je suis d'accord. Moi, j'ai été bluffé par le film. De cette année, j'ai vu Father, Mother, Sister, Brother et Les Échos Ouais. du passé avec ce 28 ans plus tard là. Et franchement, de ces trois films, je pense qu'on va avoir une très très bonne année, hein. Parce que les deux premiers, Ouais, je ouais, les ouais. ai aimés. Je les ai aimés. Mais celui-là, je trouve qu'il a une place, mais tellement il est malin en fait. Et justement, avec Samson, on va Et vraiment puis y revenir parce tellement il que est aux antipodes, je trouve, des blockbusters ouais. actuels hollywoodiens, quoi. Je trouve ça fou, en fait, de faire Hmm. une structure comme ça, d'être aussi radical dans un monde où, enfin, tu vois, on va avoir Doomsday, quoi, en fin d'année, tu vois. Voilà, qu'est-ce que ça dit, quoi. Mais, ouais, enfin, je trouve que je suis très intrigué, et je suis très intrigué notamment de la direction que va prendre le dernier opus quand on voit comment le Hmm. film se termine. Mais voilà, effectivement, allez voir 28 ans plus tard, partie 2. Voyez évidemment la partie 1 avant déjà parce qu'il est très bon, mais aussi parce que c'est mieux pour comprendre. Mais nous, on va partir passer en spoiler parce qu'on a énormément de choses à dire. Est-ce qu'en spoiler, on parle du Elephant in the Room? Est-ce qu'on parle Oui, de la fameuse scène de Ralph Fiennes, quoi? vas-y. Mais d'abord, parle de Samson. Parce que il Ouais, faut que tu continues là-dessus. C'est trop grand pour ne pas en parler, en fait. effectivement, parce que du coup, une des grosses nouveautés, effectivement, on en parlait des expériences sur Samsung, comme on en parlait justement dans la partie no spoil. Mais ici, il va être question du fait que bah, le personnage de Dr. Kelson pourrait guérir Samson et pourrait du coup le rendre humain, puisque en fait, on se rend compte au milieu du film que l'infection est évidemment liée aussi au fait de se faire mordre par des zombies mais aussi par rapport à la psychologie, je crois, et au traumatisme. En fait, j'ai plus le terme exact, mais que ce serait justement transmis, en Oui, fait, c'est ça. ouais, c'est ça, par une C'est espèce de transmission c'est psychologique. physiquement. Ouais, ouais, il dit qu'il y a un lien très physique avec justement l'infection. Il y a un autre lien, mais je sais plus lequel, et surtout il y a un lien psychologique parce que selon Dr. Carlson, il ne verrait pas les choses comme nous. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Et tu le vois notamment, d'ailleurs, c'est illustré dans la scène d'intro dont tu parlais, où Samson va buter un survivant et il va voir le survivant comme un espèce de zombie. Et notamment, ça va être montré à la toute fin du film. Là, attention, spoiler, vraiment, c'est un gros spoiler. Si vous voulez pas vous faire spoiler, barrez-vous. Juste avant la mort de Jimmy, quand il est crucifié, il va voir Samson arriver, pas en centaure, mais presque en espèce de diable comme ça, alors que Samson est complètement guéri. Donc en fait, tu as aussi notamment une limite par rapport à ce que voit l'homme, ce que voit le zombie, qui est vraiment, enfin, le dilemme classique de zombie, qui est vraiment le zombie, qui est vraiment l'infecté, qui sont vraiment les monstres. Donc voilà, ça c'est un premier truc. La relation entre Dr. Kelson et Samson donne lieu à des scènes qui sont volontairement comiques, qui marchent très bien. Il y a notamment tout un montage au début où l'autre vient le voir avec une tête de cerf, etc. Moi, je trouve que c'est une scène qui marche bien parce que elle établit bien la relation entre les personnages, elle est drôle et en même temps, du coup, tu crois à cette relation. En fait, tu crois à cette amitié-là et elle marche bien. Et je trouve qu'il y a un vrai côté presque Matheson en fait dans le côté l'homme tout seul qui voit venir des zombies. Et je trouve qu'en fait, tu as une vraie humanité qui ressort de là. Et pour moi, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. C'est quelque chose que je trouve ultra drôle. Il y a notamment des scènes qui sont vraiment très drôles dans l'échange entre Ralph Fiennes et Jack O'Connell. C'est un film qui est plus drôle que le premier opus, mais que je trouve vraiment, je trouve que c'est un pari qui est très réussi et où, bah, moi, il y a plein de moments qui m'ont fait beaucoup rire. Et ouais, voilà, cette relation entre Samson et Ralph Fiennes, elle marche vraiment bien, elle est touchante. Il y a cette scène notamment où il est sur le point de l'euthanasier et qui va dire son premier mot.
On reviendra sur Samson juste après, effectivement, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? De Samson ou de la relation entre Non, de Jimmy Samson et notamment de son Ouais, évolution ok. tout au long du film. Et bah, c'était inattendu. Honnêtement, je pouvais m'attendre à beaucoup de choses d'un film de zombies, mais prendre le pari d'essayer d'expliquer, d'essayer de comprendre de ce point de vue-là comment marche une infection zombie pour peut-être la calmer, pour trouver un remède, même si ce n'est pas vraiment un, hein. Parce que ici, on a le cas d'un alpha. Du coup, peut-être que ça marcherait pas avec un zombie de base, on va dire. Mais on a ce dialogue autour d'une potentielle relation entre un homme et un zombie. Et tu l'avais dit, je crois, sur notre conversation, LCT, que c'était quelque chose de fondamentalement nouveau, et je suis assez d'accord, parce que je n'ai jamais vu un film s'interroger de cette manière-là sur comment un zombie regarde, comment guérir cette infection non pas avec un remède miracle où tous les zombies redeviendraient vraiment comme avant, mais purement psychologique. Parce que aussi, avec Samson, on s'interroge à propos de ce qu'il voit, mais au fil justement de ses prises de drogue, parce que c'est de la drogue, hein, il lui faut prendre des médicaments, etc., on se rend compte que euh, lorsqu'il marche, etc., il voit certaines choses qui relèvent de son passé. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une scène magnifique où on le regarde, on le voit dans un train avant l'apocalypse, et peut-être que finalement, ils sont en train de revivre des traumatismes, tu vois, où il y a une part d'eux qui sont encore sains et que faut juste révéler parce que le Qui virus gère est trop incroyablement fort. le sound design, notamment avec un travelling où tu le vois se balader dans la forêt et Ouais, avec les bruits des rails du train. En fait, je trouve la gestion du son c'est aussi est oui, ultra bien maîtrisée. mais oui, mais formellement, ce film est magnifique aussi parce que honnêtement, on on avait dit la dernière fois que la série des 28 ans, c'était des expérimentations. C'est-à-dire que le premier 28 ans était tourné avec une caméra très basse qualité, mais on en ressortait vraiment beaucoup de salles, tu vois. Parce que c'est un film sale qui montre une Angleterre détruite. Ça marche très bien. Le premier 28 ans plus tard était filmé à l'iPhone pour avoir de nouveaux plans où on peut réellement se focus sur les zombies, sur aussi des paysages, sur tout ce que peut faire un téléphone au cinéma. Bien plus que l'horrible Hurry Up Tomorrow, dont on n'a pas parlé, je crois, malheureusement, Ah, alors que dommage. vraiment c'était nul. Mais celui-là, Je l'ai pas vu, mais vraiment dommage parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, hein, malheureusement. Ah, tu sais que ça m'a fait regarde pas, dégrader l'album. Enfin il bref. est dans le flop de l'année. Mais moi, j'ai écouté juste avant, c'était horrible. Mais bon, Enfin bref. ici, on a beaucoup de montages très rapides, c'est qui, à première vue, pourraient sembler bah, un peu déconcertantes. Parce que moi, j'ai des PTSD de tous les Fast and Furious qui utilisent un montage rapide comme celui-là. Moi, j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur, mais je regarde un petit peu, je vois que c'est très lisible quand même. C'est très bien. Et, la photographie au total, avec ces beaux plans des plaines anglaises, de la forêt, même des scènes de torture, hein, parce que plaine, ça rime aussi avec torture. Ouais, c'est là où je voulais aller justement. Merci Ouais, pour la transition parce que t'inquiète. c'est justement un film qui a le plus, c'est le film qui a le plus peut-être d'humour de la saga, mais c'est aussi le film qui, je trouve, est le plus, peut-être pas le plus violent, mais le plus psychologiquement violent en fait. C'est-à-dire que tu vois l'impact du truc. Il y a des scènes de torture qui sont vraiment hard. Et notamment, on voyait de quoi était capable Jimmy. Effectivement, tu le disais, c'est gravé sur des corps et sur des trucs dans le premier opus. Quand Spike se balade avec son père, justement, en exploration au début du film. Et là, effectivement, il y a toute une scène de torture, de l'offrande, je crois que c'est ce qu'ils disent, ou dans la charité, voilà, c'est ça. Et la charité pour justement le malin, je crois en français ça se dit comme ça, qui est du coup Satan. Et effectivement, c'est une scène qui est vraiment hard, qui vient jouer en plus sur l'empathie, sur le truc. Et je trouve que c'est jamais malsain, c'est toujours par rapport à ton rapport à cette violence-là. Et le rapport aussi aux humains entre eux, en fait, dans cet univers-là. Et je trouve que ça marche parfaitement bien, quoi. Ouais, mais oui, je te rejoins,
clairement le plus violent parce que bah, on a la scène de torture où justement Jimmy leur fait enlever la chemise à ses victimes. Enlever la chemise, c'est la peau, hein, pour ceux qui se demanderaient. Et justement, il y a un plaisir pervers avec ça. On passe un petit peu sur torture du corps, etc. Et on en découle une sorte de plaisir parce que c'est dégueulasse, mais on y va, tu vois. Il n'y a pas de restriction. On le filme, on filme la torture, même la torture psychologique, t'en parlais quand il est avec cette petite maison de survivants et qu'il domine la pièce, déjà avec ses fingers, mais aussi et surtout avec bah, les gens qui habitent à cet endroit-là, où, le, où on ressent tout le danger autour de Jimmy, en fait. On le ressentait déjà avant, Mm. mais finalement, il est timbré, mais beaucoup. C'est-à-dire que il est, on le montre comme étant un peu calme, mais dès que ça va pas, ça, il monte vraiment en colère et on voit tout ce qu'il est, quoi. C'est l'une des pires choses qu'on peut faire avec l'humanité, surtout en état d'apocalypse total, où il n'hésite pas à tuer tout le monde juste pour le plaisir et parce que il y a cette conviction religieuse derrière lui qui le force parce que on le dit beaucoup, mais il entend toujours une voix derrière lui, une voix qui lui dicte ça, 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 et c'est justement cette voix-là qui va régir le gorilla, je ne sais pas, tous les procès qu'il va faire sur les gens qu'il rencontre, procès qui se terminent souvent par la mort de ceux qui procèdent, quoi. Voilà. Et c'est une voix qui l'accompagne, qui montre déjà qu'il est pas bien dans sa tête. Mais on sent avec très peu aussi, comme un petit peu le personnage de Rafiens, que il est très très bien écrit, qu'il est capable de beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a certaines explications qui mènent à cela, mais pas vraiment non plus. Il y a un flou autour de lui, alors qu'on a l'explication du pourquoi du comment. Et que je trouve merveilleusement bien faite en réalité. On tombe jamais dans juste ah je suis méchant parce que je suis méchant, non. C'est toujours avec plein de subtilité qu'on regarde ce personnage-là et et je pense que la scène qui montre tout ça, c'est une scène dont tu parles depuis le début, c'est la scène de la rencontre entre le docteur Kelson qui pense être le diable et lui, justement, qui se veut comme l'antéchrist, qui veut partir à la cour de son père. Mais déjà là, avec le personnage de Erin Kellyman, on sent que peut-être il raconte des bobards. Nous, en tant que spectateurs, on sait, mais pour eux, il y a un petit doute. Et c'est cette rencontre-là qui est au centre du film, qui va tout donner pour terminer sur un grand Ouais, climax de cinéma, quoi. puis c'est jamais, avant qu'on parle du climax, effectivement, on l'utilise depuis longtemps là, mais c'est jamais un personnage caricatural, en fait, c'est un personnage qui est horrible, Jimmy, mais c'est jamais un personnage qui est grand guignolesque, comme on pourrait en avoir peur à la fin du premier, même si moi, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce cliffhanger, mais je trouve que le film le traite vraiment parfaitement bien. Tu sens aussi cette espèce de souffrance, et son espèce de recherche d'une figure paternelle aussi qu'il pourrait retrouver dans le personnage de Ralph Fiennes, ce qui est la raison pour laquelle il l'épargne, selon moi, parce que sinon il l'aurait tué sur le champ en fait quand il se rend compte que c'est pas du tout le diable. Mais effectivement, en fait, c'est ce qui va mener à un climax de malade. Et ouais, il faut qu'on parle de cette fameuse scène incroyable sur justement Iron Maiden, de l'arrivée de Ralph Fiennes, et où pour moi c'est l'incarnation la plus totale de la saga 28 ans plus tard, qui prend le plus de risques possible et qui en a plus rien à foutre en fait de la manière dont elle est perçue ou dont elle joue avec ses codes, qui envoie tous les codes valdinguer, et ça paye en fait. C'est une des séquences de blockbuster les plus impressionnantes de ces dernières années, quoi. Je te rejoins et pour moi, ça montre aussi c'est la rencontre entre le religieux et l'athéisme qui avait déjà eu lieu dans le film, du coup, avec ses premières rencontres entre Kelson et Jimmy Crystal, mais qui, là, prend une dimension haute, puisque, du coup, avec du Iron Maiden en fond, plein d'effets visuels à couper le souffle au cinéma, parce qu'il faut voir ce film au cinéma. Euh,
on a cette rencontre entre des gens qui pensent voir le diable et lui qui joue au diable. C'est quelque chose sur l'humain dont je m'attendais pas et qui est fascinante, mais c'est grandiose. Mais faut qu'on parle surtout d'un dialogue entre les deux là, parce que c'est la première rencontre entre ce lien entre l'explication scientifique des événements, des faits, Ah oui, oui. etc., qu'il y a sur la planète, et ensuite, c'est surtout celle et justement cette rencontre-là entre les faits scientifiques et le spirituel. C'est, on a deux personnages qui se ressemblent en réalité, qui se rencontrent et c'est pour moi l'une des scènes les mieux écrites qu'on pourrait avoir cette année, Ah non, alors mais qu'on c'est vient de fou et commencer 2026. ah, c'est dingue et surtout moi il y a une scène que je trouve particulièrement dingue et dont il faut qu'on parle, c'est que effectivement donc encore une fois gros spoiler, tout cet échange va mener justement au fait que bah, le personnage de Ralph Fiennes, ce Dr. Kelson, va reconnaître Spike, qu'il a croisé justement dans le premier opus et comprend en fait toute la souffrance par laquelle passe Spike et va mener les Jimmys à se rebeller contre lui, ou en tout cas les deux, en tout cas Spike et le personnage de Erin Kellyman à se rebeller. Ce qui va mener du coup à la mort de Ralph Fiennes qui va se faire poignarder par Jimmy Jack O'Connell. Et en fait, justement, moi, je trouve cette scène est vraiment incroyable parce que tu as un truc où le personnage, il dit, mais t'aurais pu juste nous laisser partir, t'aurais pu arrêter, pourquoi t'as fait ça? Et il lui dit un truc, il lui dit, tu as assez souffert. Et je trouve que ça résume toute la pensée du film autour de la souffrance, autour de justement, en fait, la dévotion, qu'est-ce que tu es prêt à donner, en fait, pour une religion ou pour une cause. Et je trouve que c'est un moment qui est particulièrement beau. Puis en plus, moi, je trouve que j'ai rarement vu Ralph Fiennes aussi bon, quoi. Et puis, il est toujours bon, hein. Je l'ai adoré dans Conclave, je l'ai adoré dans plein de choses. Mais là, c'est particulièrement impressionnant. Et c'est un moment qui m'a ému, quoi. Vraiment, enfin, je trouve que c'est particulièrement dingue. Qui plus est, en plus, parce qu'on n'en a pas parlé, avec le retour de Samson, après cette scène du train, qui est complètement fou, mais encore une fois, où je trouve que le film assume de pousser les potards jusqu'au bout, c'est-à-dire que d'assumer de faire une scène où Samson sort du train en hurlant, en fait, alors qu'il est complètement guéri à ce stade-là du film, avec son espèce de one-liner où il dit j'ai pas de billets et qui commence à se taper avec tous les zombies. Moi, je trouve que c'est un film qui est fun, en fait. Et c'est un film qui est fun sans non plus être, parce que tu sais, il y a souvent le cliché de le film fun où tu poses ton cerveau. C'est un film qui est intelligent, qui est malin avec ses thèmes et qui en même temps reste super fun et divertissant. Et qu'est-ce que c'est rafraîchissant en fait de voir un film hollywoodien comme ça. Je trouve que c'est une réussite, mais à tous les niveaux, notamment en ce climax, quoi. Bah, je suis d'accord. Moi, dans mon flop de l'année, j'ai quand même mis beaucoup de blockbusters hollywoodiens. Je Oui, crois que bah j'ai mis oui. tous les Marvel, j'ai mis Minecraft, j'ai mis Troll Minecraft, Ares, forcément. etc. Ouais, mais en fait, bah, avec Furiosa, avec le premier 28 ans plus tard, on a quand même la naissance bah, enfin pas la naissance, mais la renaissance plutôt, de plein de films d'auteurs qui sont intelligents, plein de films d'action, de blockbusters avec beaucoup de budget, qui se permettent des choses thématiquement qui sont très très fortes. Et bah, je pense que si on continue, on va en fait se questionner sur chaque scène, parce que chaque scène Il y a beaucoup de choses ici à dire, a un vraiment, hein. sens, ouais. Mais On va on a à laisser les gens peine aussi parlé, je en trouve. parler, parce que. Ouais, mais je trouve qu'on a déjà à peine parlé de la relation, de l'opposition surtout entre Kelson et Jimmy, parce que Ouais, au final, c'est les deux antagonistes, mais qui sont pareils, quoi. Ils ont tous les deux une mission divine qui se rencontrent, mais ils ont juste pas la même raison. ouais. La même raison. Il y en a un, Puis c'est un quand traumatisme, tu regardes le l'autre, truc, tout aussi. c'est assez dingue parce que, en fait, Kelson est quand même prêt à tuer Samson quand il se rend compte qu'il a plus assez de doses, tu vois. Enfin, Oui, il y a quand même tout un truc où c'est pas des personnages qui sont tout blanc, tout noir non plus, en fait, que ce soit l'un ou l'autre. mais surtout, bah oui, mais c'est pour ça que je dis qu'ils se ressemblent, parce que il y a toujours cet aspect à la violence, parce que la mission de Kelson, elle est quand même bizarre. C'est-à-dire que dans le premier, quand même, du coup, il tue la mère de Spike, je crois que c'est comme ça, pour Ouais, la mettre dans son édifice de crâne, quoi. C'est un mec qui est violent, qui est bizarre. Mais bon, ouais, c'est il ça est parce là. que la Et mère c'est est peut-être malade, etc. Mais ouais. oui, et c'est peut-être le personnage le plus humain, c'est ça le problème.
C'est Ouais, que c'est ça qui est ah, dingue. Et sa perception d'ailleurs, il est montré au début du film, du premier, je veux dire, comme le fou du village, le taré en fait que personne ne croisait quoi. ouais, ouais, mais là, on se rend compte, bah, déjà avec le premier, qu'on se rend compte que c'est l'un des mecs les plus humains, et là, ça se confirme, quoi. Et le dialogue entre les deux, c'est ça, c'est un mec qui a tout perdu, qui est là à faire sa petite mission, et quand il a fini, bah, il sait pas quoi faire, il va sûrement mourir. C'est comme ça qu'il dit à Samson, hein. Il le dit, bah, qu'il a terminé sa Oui, quête, il s'attend à et que, mourir bah, presque hein, quand voilà. il fait ce truc-là. Et que Samson représente la dernière chose pour laquelle il a un élan de vie. Et du côté de Jimmy, c'est quand il se retrouve au, au- au temple de cristal, de crâne, pardon, bah tu vois que il a toujours sa quête, mais en même temps, il a des doutes, il a tellement de choses à offrir humainement, parce que c'est un humain aussi. C'est juste qu'il est monstrueux. Je trouve que il y a une telle maîtrise dans ces personnages, dans ce duo de personnages-là, alors qu'ils se rencontrent que deux fois, et qui finit surtout en apothéose, quoi. Il y en a un qui représente toute la religion, qui se fait crucifier, l'autre qui tue le père aussi. Parce que justement, il a un rapport avec son père, Jimmy Crystal. Parce que Oui, c'était bah oui. son père de base, est un prêtre. Lui, maintenant, il le voit comme Satan, mais à la fin, il le tue comme si bah, il venait à terme de ce traumatisme, parce que voir en tant qu'enfant un événement comme ça, c'est forcément traumatisant. Et il y a cette fin-là. Et c'est franchement, c'est grandiose. Samson aussi, c'est peut-être que finalement, il y a une part d'humanité en tout, même dans les plus grandes monstruosités, même dans les démons, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et ce film, pour moi, est une réussite. C'est merveilleux. Et on n'a même pas parlé du personnage d'Erin Kellyman, qui pour moi représente aussi l'importance religieuse qu'a Jimmy pour ses apôtres. Parce que c'est un petit peu son dernier espoir, comme quand elle en parle à Spike, tu vois. Elle le dit, ok, peut-être que Jimmy, c'est pas celui qui prétend être, mais je pense tout de même que l'apocalypse est venu avec Satan qui vient avec ces apôtres-là. Il n'y a pas ce Oui, puis bagage c'est dans scientifique toutes les qu'elle a, tu nations vois. aussi, enfin, ouais, clairement. Ouais. Du, bah pour moi c'est un grand film sur la religion, tu vois. Ouais, C'est oui, bah quelque clairement. c'est un oui, et il adapte tellement bien à l'Apocalypse, parce que tu l'avais dit, les zombies on les a vus dans le premier. Pourquoi refaire un film de zombies quand on peut se concentrer sur le plus important, c'est les humains après l'Apocalypse. Ouais, et encore, les C'est dans ce zombies, rapport-là. c'était déjà pas un gros sujet du premier en fait. Dès cette Oui, trilogie, c'est- il est moins intéressé là-dedans en fait. ouais. Et mais pour moi, aborder le sens religieux, c'est peut-être le meilleur angle choisi pour parler de l'humain à travers l'Apocalypse, parce que si on veut, on pose cette vision athéiste de la religion à travers l'histoire, avec les dieux grecs, etc., ils ont été le moyen d'expliquer les phénomènes qu'il y a eu. Genre Zeus, c'est le dieu de la foudre, parce que justement, il fallait expliquer pourquoi il y avait des gros éclairs qui sortaient du Oui, ciel. voilà, c'est ça aussi, ouais, tu raison, ouais, bien Voilà. sûr. Voilà, et du coup, il y a eu la création d'Hadès, parce que il fallait expliquer où vont les morts quand ils sont morts, tu vois. Et on reprend ça, on l'applique à un âge moderne, enfin quasiment, où justement il y a eu l'Apocalypse. C'est brillant. C'est un film que j'ai adoré, quoi. Et comme peu de films comme ça. Parce que Et honnêtement, celui-là, il va aller loin dans mon année, hein. ah ouais, clairement, moi aussi. Et justement, j'aimerais qu'on finisse là-dessus. C'est où va aller maintenant la saga? Est-ce que la saga va continuer? J'espère bien. On verra les chiffres aussi que fait ce troisième opus, enfin ce deuxième opus au box-office. Maintenant, du coup, on a quand même un cliffhanger, justement, dont il faut qu'on parle, Ouais, avec la présence de Cillian Murphy. Cillian Murphy qui a du coup une fille maintenant, où j'imagine que c'est la fille de son compagnon du premier opus. Maintenant, où est son compagnon et où est aussi, bah, parce que je pense que ils avaient adopté aussi la fille de Brendan Gleeson après sa mort ouais, dans le premier aussi. Donc, il y avait quand même ouais, trois ouais. protagonistes. Et là, on n'en voit que un sur trois, plus du coup un nouveau personnage, puisque ce personnage-là est clairement né après le premier opus, vu qu'on est clairement 28 ans plus tard.
Et du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment, moi je me dis, est-ce que va pas y avoir un truc encore plus politique dans le troisième, quand tu vois que tout le dialogue autour de ça, c'est autour de répéter les erreurs du passé, répéter l'histoire, et de parler justement des conséquences, parce qu'on on a tout un dialogue, parce que tu comprends que bah, Cillian Murphy fait l'école enfin, à sa fille, du Ouais. coup, et essaye de lui apprendre tout en lui faisant des contrôles ou des trucs dans un échange qui est assez mignon d'ailleurs, en lui disant ah bah ce sera toi qui va pourquoi tu me dis ça alors que ce sera toi qui va imposer le sujet de demain. Mais justement de manière plus intéressante, on peut analyser le fait que on parle du fait que l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et la conséquence, et entre autres les conséquences de la première. Donc, est-ce que tu vois, il n'y a pas tout un thème qui va être creusé Mm. là-dessus, même si je suis d'accord, hein, c'est une fin, hein, c'est aussi un dialogue, mais est-ce que tu vois, on va pas avoir quelque chose qui va être creusé là-dessus? Et surtout, moi je trouve que c'est la chose la plus intéressante de ce petit cliffhanger, qui pour moi marche bien, hein, pour le coup, j'étais vraiment content de revoir Cillian Murphy, même si j'ai pas, encore une fois, comme je l'ai dit, une grande attache au premier, j'étais assez content de le revoir. Et justement, ce que je voulais dire là, c'est que le fait qu'il voit en danger le personnage de Spike, j'ai oublié son nom du coup, Erin Killiman, mais du coup le personnage de Jimmy qui est parti avec lui, le fait qu'il les voit en danger et que tu as la fille qui lui dise est-ce qu'on vient les aider, et bah, si Murphy lui dit bah évidemment que oui, on va les aider. Je trouve qu'il y a un truc par rapport à l'aide, à l'entraide et au fait de collaborer ensemble en fait pour dépasser quelque chose, là où ici on était plus sur la manipulation à travers la croyance. Il y a une opposition en fait qui se joue, et Mm. je trouve que le fait de terminer son film là-dessus, c'est assez pertinent. Là où je sais que des personnes, parce que globalement, le film a assez fait l'unanimité, bon, à part Evan, dans notre collectif. Il est Mais bizarre. je sais que cette fin a fait débat, notamment chez Jules Melon, qui nous a dit que pour le coup, lui, il trouvait que, après avoir réétabli tout un truc, il trouvait ça un peu pauvre de faire un cliffhanger qui teasait en fait le retour d'un événement passé. Mais moi, j'attends de voir parce que justement, je suis curieux de savoir comment il va le développer. Et je pense que s'il ramène Cillian Murphy sur un truc comme ça, c'est pas juste pour faire du fan service. Les deux films m'ont Mm. prouvé que c'était pas ça. On aurait pu en avoir peur en fait avant de voir le premier. Mais après avoir vu ces deux premiers opus-là, moi, ça m'étonnerait que ce soit juste pour du fanservice. Et du coup, j'ai une totale confiance envers le troisième. Ouais. Et je suis très curieux de savoir où il va explorer, sachant que je pense que l'arc de Samson est fini. D'ailleurs, super scène, la fin où Samson porte le corps du docteur Kelson. Docteur Kelson est mort, Jimmy est mort. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va construire autour de ça? Je suis vraiment très curieux d'où va aller l'univers, quoi. Moi, surtout, je m'interroge à propos de ce caméo sur déjà la fin du premier 28 jours plus tard, puisqu'il y a un avion qui arrive avec eux qui essaie d'appeler l'avion, et je crois que les gens dans l'avion les repèrent. Du coup, il faudrait Ouais. expliquer ça. Mais surtout, Est-ce qu'il la va y avoir un grande truc? Ouais, absence. Ouais. ouais, l'absence, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des infectés? Tu vois, c'est quelque chose. Est-ce que le fait que Samson a pu être guéri, est-ce que c'est quelque chose qui était juste à part dans l'histoire? Ou est-ce qu'en fait, bah, les personnages vont pouvoir en fait guérir des personnes? Tu vois, il y a quelque chose peut-être de la récupération d'être cher, tu vois, qu'on a perdu. Il y a plein de choses à exploiter encore. Et limite, tu vois, c'est fou parce que moi, je savais pas ce que c'était enfin, je ne savais pas si c'était une bonne idée de ramener 28 ans plus tard. Et maintenant, on en est potentiellement le dernier. Et je me dis, putain, on a déjà vu deux films sur trois. C'est passé tellement vite. Après, les films ont été Ouais. tournés dos à dos. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de temps d'attente. Je pense que ça sera fin 2027, si ce n'est début 2028, à mon avis, Mm. ce, 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 ce troisième film qui va du coup tourner normalement. Si le film, j'espère que le film va marcher, justement, parce que Peut-être je suis que vraiment très excité. oui. On Et peut-être verra, qu'il en fait. sortira 28 semaines. Peut-être qu'il sortira 28 semaines après le prochain, hein, je sais pas. Mais Bah, c'était déjà 28 peut-être un peu semaines, donc plus. est-ce que ça sera Ouais. 28 mois, tu vois, on sait pas. Ouais, voilà, c'était 28 mois, je voulais dire. Mais, Ouais, ça, on a eu mais, 28 semaines sur celui-là, effectivement, mais aussi, donc effectivement. moi, je voulais parler d'une absence, c'est celle du père de Spike, qui, à la fin du premier, C'est part vrai, pour oui, aller Taylor récupérer. Johnson. Et là, on le voit pas du tout. Et là, à la fin du coup de ce 28 ans plus tard, The Bone Temple, on voit un père de famille. Ouais, Pour ouais, moi, il ouais. va y avoir une opposition. Pour moi, c'est sûr Ouais, que déjà, et surtout c'est. que, bon, clairement, il y avait déjà toute une thématique autour de la paternalité dans celui-ci avec l'absence du père de Et même dans Jimmy. celui d'avant.
Ouais, Ralph Fiennes qui est une sorte de père spirituel. Enfin, pour moi, il y a ouais, effectivement, enfin, il y a toute une thématique autour de ça tout au long de la trilogie, Pour quoi. moi, pour moi ça va parler de ça avec justement Spike qui va grandir, évidemment, et son père qui va peut-être le retrouver dans une autre communauté. Donc peut-être la fin de cet arc autour de la croyance aussi, parce que il y a la croyance religieuse, mais il y en a aussi, il y avait aussi celle du village dont j'ai parlé précédemment. Ouais, Du coup, on peut avoir la fin de ces deux thèmes centraux dans cette trilogie. Que bah moi, si on devait faire un bilan, j'attends beaucoup le prochain. Et j'ai très peur de ce que ça va donner parce que niveau politique, malheureusement, on connaît Alex Garland, vu qu'il va sûrement aussi l'écrire. Donc j'ai peur que ça soit ouais, qu'il mais évite tout, voilà. après, pour Mais moi, oui, sinon toi t'es on n'est pas Civil d'accord War. sur ça. Mais moi, je trouve que Civil War, c'est un film profondément politique. Mais je sais qu'on est en désaccord sur ça. Ouais, mais il y a aussi Warfare, mec. Bref. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Warfare. J'ai pas vu Warfare. Le seul dans la team qui l'a vu, il l'a placé dans son flop. Juste pour te le Oh là dire. là. Voilà. Mais ouais, c'est à la fois hâte et peur au niveau de ce plan-là. Mais si on devait faire un bilan, honnêtement, c'est. Moi, le premier 28 ans plus tard, j'attendais pas. J'ai attendu le deuxième et j'ai vraiment pas été déçu parce que je trouve infiniment supérieur au premier. Ah, pour moi, je sais C'est pas. En fait, génial. j'ai du mal. Ils sont tellement différents les uns des autres. Parce que Ouais, du mais coup, oui, moi, effectivement, ouais, celui-là, je je sais pas. trouve que en fait, il est plus rapide, peut-être, mais il arrive à faire tellement de choses de manière synthétique, mais Ouais. tellement profonde, etc., que Oui, je suis je d'accord. le préfère un petit peu. Je préfère, même si le premier est Il aussi une faudrait que je les revoie proposition dos à dos, en fait. intéressante. Je pense que je vais me Ouais. faire un marathon où je vais essayer de me les revoir dos à dos. Parce qu'effectivement, ils sont très différents et c'est justement ce que j'ai apprécié, en fait. C'est le fait que le Mm. film arrive à se renouveler malgré le fait qu'il y ait 6 mois d'écart entre les deux. Et oui, je peux que conseiller les gens d'aller voir ce film-là. Évidemment, voyez le premier avant. Mais oui, enfin, pour moi, c'est une très très grande réussite. Et je suis très excité de voir le prochain opus, quoi. Voilà, moi aussi, bah voilà. Parce que ça promet. Ça promet. Mais écoutez, écoutez, dites-nous, Voilà. vous, justement, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce 28 ans plus tard, ce que vous pensez de la saga, ce que vous pensez de l'opus d'avant, mais ce que vous pensez de cet opus-là. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Donnez votre avis détaillé dans les commentaires, on vous lira. Et merci à toi, Théo, pour cette vidéo. C'est toujours un plaisir. C'était trop cool et on est en train de bosser, on va parler de certains trucs, on va essayer d'avancer un peu. Merci Mm. à vous de nous suivre, justement, d'être aussi nombreux. C'est vraiment trop cool. On essaye un peu de relancer en ce moment, on a eu un truc un peu occupé ces derniers temps. Mais effectivement, on essaye de relancer. On a passé les 700 abonnés déjà, donc Mm. merci beaucoup à vous. Et Bravo. Merci encore une beaucoup. fois, hein, on en a déjà parlé apparemment dans le Jarmuche, mais bonne année 2026. Et on espère plein de bons films et de joyeux vœux. Mm. Je l'ai mal dit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont tous compris, Mais je pense. écoutez, on a beaucoup de choses à faire. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, bisous.